contre protection des données et enjeux stratégiques du cloud. Il nous invite à transformer les principes de souveraineté numérique en levier d'action concret. Accueillez chaleureusement M. Robert Michon, conseiller stratégique senior chez Micrologique. Bonjour tout le monde. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue à Convergence. On a un agenda chargé de beaux contenus, puis j'ai l'honneur et le privilège de commencer avec cette première conférence sur la numérique en action. La souveraineté numérique, c'est un sujet qui je trouve passionnant pour de nombreuses raisons, dont ceux que Stéphane vient d'évoquer. Moi, au cours de ma carrière, j'ai travaillé sur plusieurs projets en TI, que ce soit coder une application ou déployer un réseau informatique, même construire un centre de données. Mais la souveraineté numérique, c'est quelque chose de différent parce que ce n'est pas juste un projet TI, c'est un projet de société. Qu'est-ce qui caractérise un projet de société? C'est une vision, une mobilisation vers un grand changement qu'on partage en commun. En termes de souveraineté numérique, on n'est peut-être pas tout à fait là parce qu'on n'a pas une définition commune de c'est quoi la souveraineté numérique qu'on recherche. Donc aujourd'hui, on va essayer d'explorer cette définition-là, puis voir un peu plus clair dans quoi il s'agit puis comment l'atteindre. Si on prend notre bon vieux Larousse, on ne trouvera pas souveraineté numérique définie. On trouve souveraineté qui est la compétence de l'État sur son territoire géographique. Mais la cyberespace n'est pas restreinte par des territoires géographiques puis des frontières. Donc, cette définition-là, ça ne nous aide pas. Peut-être même ça rajoute à la confusion. Des définitions de souveraineté numérique, j'en collectionne. En voici deux, tirées un peu au hasard. L'Office de la langue française parle d'un principe juridique. La loi française qui gère le cloud par l'État parle d'un droit d'autodétermination. Donc, par ces deux définitions-là, on pourrait penser que c'est un débat qui se passe entre juristes et politiciens et que ça ne nous concerne pas. Mais la souveraineté numérique, c'est quelque chose qui nous concerne tous parce qu'on a tous une vie immensément numérique. Si on regarde notre rôle comme informaticien, comment on va faire la transformation numérique d'entreprise, c'est déterminé par ces notions-là de souveraineté numérique. La souveraineté numérique va déterminer quelles sont les protections de renseignements personnels dont vont hériter nos enfants quand ils vont naviguer sur leurs réseaux sociaux. Nos fils de presse, est-ce qu'ils vont être gérés par des algorithmes chinois ou américains dont on n'a pas le contrôle, etc. Donc, je vais prendre une page du livre de jeu de notre PDG Stéphane qui nous parle souvent de commencer par pourquoi. Donc, pour expliquer la souveraineté numérique, on va commencer par le pourquoi, pas le comment ou le quoi, mais pourquoi on veut faire la souveraineté numérique. Donc, le pourquoi numéro 1, protection des données. À peu près tous les articles qu'on lit sur la souveraineté numérique vont parler du Cloud Act, puis nos données sont en danger. Donc, définitivement, c'est au cœur du sujet, cette notion de protection des données. Puis, on voit par la première statistique que 75% des pays ont commencé à instaurer des règles pour restreindre la localisation des données. Donc, ils vont mettre en place des lois ou des règlements qui disent que telle donnée de santé ou telle donnée confidentielle doit demeurer dans les frontières du pays. Donc, on commence même à voir ça ici dans certains appels d'offres. Là, ça peut nous poser la question parce que une des forces de l'Internet, justement, c'était la capacité de déployer des applications globalement. Donc, des applications comme Salesforce ou ServiceDesk ont eu un succès incroyable parce qu'ils pouvaient se déployer de façon aisée à travers la planète. Donc, si on commence à découper l'Internet en 200 petits Internet par pays, est-ce qu'on va tuer la poule aux 2 heures, tuer justement la force de l'Internet? C'est une question qu'on peut se poser. Mais on peut virer ça de bord. On peut dire
que les 20 premières années de l'Internet, la création de valeur, c'était justement cette capacité de déploiement global, mais aujourd'hui, c'est la donnée qui est la force motrice de l'Internet. On voit forcément un Facebook, par exemple, dont le modèle d'affaires, c'est justement collecter de l'information et le monétiser. Dans l'IA, la valeur d'un modèle LLM va être basée en grande partie sur la qualité et la quantité de données qu'on peut lui fournir pour l'entraînement. Donc, les données sont partout, puis on en crée partout. Juste dans le temps de 50 minutes de cette conférence, chacun d'entre nous va générer des données. Vous êtes assis avec vos téléphones, vous avez probablement une demi-douzaine d'applications qui partagent votre localisation avec un serveur à quelque part. Vous avez votre montre Garmin ou Apple Watch qui synchronise des données de santé avec un serveur à quelque part. Vous recevez une alerte de Google Home que quelqu'un vient de déposer un colis à votre porte. Vous prenez une photo d'un de mes slides et se synchronise avec votre répertoire iCloud. Tous des actes anodins, mais qui génèrent des gigaoctets et des gigaoctets de données, dont 80 vont se retrouver chez un hyperscaler américain. Je pense que si vous retenez une chose de ma conférence, retenez ça. À chaque journée, chacun d'entre nous, nous générons des gigaoctets de données personnelles qui se retrouvent chez un hyperscaler américain. Voilà. Pour continuer la discussion de souveraineté numérique, ça, c'est une publication du Centre de recherche Cyrano associé à l'Université de Montréal qui parle de la souveraineté numérique en agriculture. Donc là, on apprend que nos fermiers, ils poussent pas juste des carottes, ils poussent des données. Les données dans l'agriculture sont en train de transformer cette industrie-là qui est, somme toute, assez traditionnelle. Donc, imaginez la transformation et le potentiel de la souveraineté numérique en santé ou en finance, où il y a des quantités de données énormes. Donc, quand on parle de données, on vient toujours à notre fameuse menace du Cloud Act. Donc, il y a le Cloud Act, oui, qui est une loi qui a été promulguée après les attentats du 11 septembre. Pour un requête Cloud Act, ça prend un acte d'un juge, un ordre du juge, donc c'est un ordre public, et la liste de ces ordres-là est connue. Les hyperscalers vont publier la liste de nombre de requêtes qu'ils ont reçues dans l'année, puis c'est connu. Un peu plus sournois, c'est FISA. Une requête FISA est secrète. C'est autorisé par le procureur général et le directeur du National Security aux États-Unis, et ça demeure secret. Le hyperscaler qui reçoit cette requête-là ne peut pas divulguer le fait qu'il a versé des données, une copie de vos données à quelqu'un. C'est toujours gardé secret. Puis, ce qu'on sait, on ne connaît pas le nom, mais on sait que c'est utilisé de façon très, très fréquente par les agences de sécurité américaines, entre autres sur le briefing présidentiel quotidien. Dans 59 des cas, il y a des données qui ont été obtenues grâce à ce mécanisme-là. Et forcément, il y a d'autres pays qui ont des lois similaires. On a en Chine le Counter-Espionage Act of China, qui oblige tout citoyen et toute entreprise de collaborer avec l'État chinois dans ses actions de contre-espionnage. Puis c'est à cause de cette loi-là, entre autres, que Huawei a été exclu des réseaux 5G en Amérique du Nord, ou encore on a interdit l'utilisation de Hikvision par les forces policières au Canada. Donc, il y a le Cloud Act et FISA qui sont deux mécanismes légaux pour obtenir des données à l'extérieur des États-Unis. Mais il y a aussi des mécanismes qui sont plus ou moins légaux aussi. On se souvient en 2013 des révélations d'Edward Snowden sur la surveillance que faisait la NSA, ou encore le scandale de Cambridge Analytica avec des millions d'utilisateurs Facebook. Et plus récemment, depuis l'arrivée de la nouvelle administration, on voit des utilisations de données qui vont, disons, à l'encontre des principes qu'on connaît de protection de vie privée, de consentement, etc. Donc, si je vous expose tout ça, c'est
Ce n'est pas pour soutenir des théories complotistes, mais plutôt pour démontrer que ce qu'on prend pour acquis comme principe de protection de données, de protection de vie privée, est en train d'être malmené aux États-Unis avec les données de leurs propres citoyens. Donc, on peut supposer qu'ils vont avoir le même comportement avec des données des citoyens de d'autres pays, dont le Canada. Donc, la menace, je crois, est réelle, puis il faut s'en occuper. Deuxième pourquoi de la souveraineté numérique, c'est le respect de nos lois. On va prendre l'exemple de la loi C-18 qui devait forcer les géants du Web de payer des redevances pour mettre des références, des nouvelles en ligne. Donc ça devait générer des millions et des millions de revenus que le gouvernement fédéral allait redistribuer pour subventionner les médias traditionnels. Le résultat net, c'est que Meta a dit « on refuse de payer, on va juste simplement bloquer les liens », puis il y a eu un bras de fer épouvantable entre des géants du Web et Ottawa. Deuxième exemple, la loi, le PIPEDA en anglais, mais la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques au Canada, puis son équivalent au Québec qu'on connaît souvent comme la loi 25. Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada a statué qu'effectivement la loi permettait le déréférencement, donc ce qu'on appelle souvent le droit d'être oublié, donc de faire enlever des références dans les résultats de recherche lorsqu'il y a des fausses informations. La réaction de Google par rapport à ça, c'est de dire qu'on remet en cause la compétence du commissaire, puis, dans le fond, la loi ne s'applique pas à nous. Cette attitude-là de la loi ne s'applique pas à nous, peut-être on a eu l'éveil majeur de ça. C'est ce printemps quand Amazon a décidé de fermer tous ses entrepôts au Québec. Donc, on constate que les géants du Web, entre autres, les GAFAM, qu'on les appelle systémiquement, ont pris une ampleur systémique où ils répondent à leurs besoins économiques propres et les lois du pays dans lequel ils opèrent sont peut-être une considération très secondaire. Enjeu numéro 3, la protection de notre chaîne d'approvisionnement TI. Est-ce qu'on aura toujours accès aux services dont on a besoin? Vous parlez de Amsterdam Trading Bank, qui, comme son nom l'indique, était une banque qui était établie aux Pays-Bas, mais c'était en fin de compte une filiale d'une banque russe. Quand la Russie a envahi l'Ukraine en 2022, la banque russe en question a été mise sous sanction. Amsterdam Trading Bank recevait des services informatiques de Microsoft et AWS, et Microsoft ne voulait pas être accusé de fournir des services à une banque sanctionnée, donc ils ont coupé le service à Microsoft, à la banque. Et la banque a fait faillite à cause de ça, parce qu'il n'y a plus accès ses courriels, son SharePoint, etc. Ils ne pouvaient plus opérer à cause de la décision de Microsoft. Un cas similaire à la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, en février, avait décidé d'entendre une cause sur le génocide en Gaza. Ça n'a pas plu aux Américains qui ont mis le juge en chef sous sanction. Et la sanction, quand on lit l'ordre exécutif, ça interdit à tout Américain de vendre un bien ou un service à la personne sanctionnée. Donc, Microsoft a coupé l'accès à ces services et la Cour a été en dysfonctionnement pendant un grand bout de temps. Au mois de juin, il a rajouté 4 autres juges, puis au mois d'août, 4 juges supplémentaires, dont une juge canadienne. Donc, ça commence à se rapprocher de chez nous. Enjeu 4, enjeu de contribution à l'économie canadienne. Le Canada, le marché d'infonuagique, c'est à peu près 10 milliards. Disons que les 3 géants contrôlent à peu près 80 de ce marché-là. Donc, c'est à peu près 8 milliards d'argent qui sort du pays, qui s'en va aux États-Unis. Donc, un impact numéro 1. Puis, le fait que cet argent-là sort du pays, c'est moins de création d'emplois chez nous. Mais aussi, on entend souvent
souvent de la part des politiciens, on veut que les géants du Web payent leur juste part. Donc, c'est quoi cette notion-là de payer leur juste part? D'où vient cette notion-là? Regardons une étude de la Commission européenne en 2019. Ils ont établi que les GAFAM payaient en moyenne 9,5 d'impôts, taux moyen de l'industrie, comparé à une industrie traditionnelle, 23 L'avantage qu'ont les GAFAM, c'est qu'ils ont des revenus tout partout sur la planète. Donc, ils vont faire déclarer les revenus dans les pays où c'est le plus avantageux pour eux. On voit la stratagème de Google qui déplaçait des revenus, puis des revenus à travers différentes coquilles pour arriver à rapatrier les revenus en Californie sans payer d'impôts. Mais c'est Amazon, Microsoft, ils font la même chose. Le cas d'Amazon dans le bas de l'écran est assez intéressant. Au début des années 2000, le Puerto Rico, une petite île de 3 millions de personnes, avait établi une politique d'imposition fiscale taux zéro pour des compagnies technologiques pour attirer des compagnies technologiques chez eux. Microsoft avait un petit bureau, 100 personnes, qui imprimait des CD puis shippait du logiciel. Ce que Microsoft a fait, c'est qu'ils ont transféré tous les brevets puis les marques de commerce d'un grand ensemble de logiciels à ce bureau-là, puis ils déclaraient les revenus mondiaux de ces logiciels-là à Puerto Rico. Donc, dans la période qui a été investiguée à peu près 9 ans, le petit bureau de 100 personnes, ils ont généré pour 39 milliards de revenus. Donc, c'est assez intéressant. Mais à un taux zéro d'impôt, toujours. Donc, nos 4 pourquoi. Protection des données, respect de nos lois, réduire notre dépendance aux technologies étrangères, puis maximiser les retombées économiques d'ici. Mais la souveraineté numérique peut aussi englober d'autres menaces qui ne sont pas là, par exemple des cyberattaques ou encore la désinformation sur nos réseaux sociaux ou des algorithmes IA qui ont baissé. Donc, ça peut être assez large quand on parle de souveraineté numérique, puis on va attaquer ça dans notre segment « Comment ». Un des modèles proposés par the Center for International Governance Innovation à Waterloo propose 4 blocs: contenu, données, compétition, puis infrastructure. On a parlé beaucoup de données et infrastructures jusqu'à maintenant. Si on regarde les défis par rapport au contenu et données, c'est comment est-ce qu'on peut contrer le discours haineux, la désinformation, puis s'assurer que nos lois puis nos valeurs sont respectées à travers la cyberespace. Ce qui n'est pas toujours facile. Si on prend un pas de recul puis on regarde, nous autres, on a une loi de protection des renseignements personnels qui date de 2000, puis la loi québécoise date de la même époque. Puis, le fameux GDPR européen date de 2016. Mais aujourd'hui, en 2025, il n'y a toujours pas de loi fédérale aux États-Unis qui gère la protection des renseignements personnels. Ce qu'on a, c'est une courte pointe de 50 lois dans 50 États. Donc, dépendant dans quel État vos données résident, c'est une loi différente qui s'applique. Pourquoi il n'y a pas de loi fédérale? Il y a eu plusieurs tentatives, ça n'a jamais passé. Il faut reculer encore en 1996. Communications Decency Act. C'était une loi à l'origine pour contrer la pornographie en ligne. Puis, depuis 1996, la Cour suprême a invalidé la majeure partie des articles qui concernaient la pornographie au nom de la liberté d'expression et les protections du premier amendement. Mais le reste de la loi est encore en vigueur, incluant l'article 230 qui, certains décrivent comme l'article qui a permis l'éclosion de l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et en clair, ce que ça dit, c'est qu'un Facebook, un Twitter, un Instagram ne peut pas être poursuivi pour le contenu que le monde met sur le réseau social. Donc, ces réseaux-là ont pu prendre une expansion extraordinaire sans se soucier de mettre en place des fils de contenu ou se soucier de poursuites judiciaires pour droit d'auteur ou pour diffamation, etc. Donc, c'était
pour eux autres, une libération de toutes ces obligations-là. Puis, au niveau mondial, parce que quelqu'un qui créait un compte Facebook en Finlande, quand il cliquait sur le bouton « Accept » en bas du texte que personne ne lit, il acceptait que sa relation avec Facebook soit régie par les lois américaines, dont l'article 230. L'autre volet, dans le préambule de la loi, c'est très révélatrice. On dit que les États-Unis voient l'Internet comme un competitive free market sans entrave de lois et de règlements. Donc, la philosophie américaine, c'est on va mettre le moins de lois et de règlements possible pour permettre l'innovation puis l'éclosion de l'Internet. Puis cette même philosophie-là se répète aujourd'hui dans l'IA. La philosophie américaine, c'est d'avoir le moins de règlements possible pour contraindre l'IA puis favoriser l'innovation. Dans le loi budgétaire, le One Big Beautiful Bill, il y avait à l'origine un article de loi qui réclamait une moratoire de 10 ans sur tout règlement puis toute loi pour réglementer l'IA. Ça n'a pas été adopté au Sénat, mais c'est ça la tentative qui est là. Défi numéro 3, compétition. Donc, c'est des oligopoles. Le président Trump, il se plaint toujours que les Américains sont en déficit commercial tout partout avec tous les pays de la planète. C'est vrai pour les biens. Mais pour les services, ils sont en excédent commercial. On voit dans le graphique, le parti vert du bas, c'est leur déficit commercial de biens, puis le parti bleu, c'est un excédent commercial anti-services, dont des services numériques. On voit dans ce graphique-là, la partie verte, c'est l'excédent commercial dû aux services numériques. Ça varie entre 300 et 400 milliards par année. Et la ligne solide qu'on voit dans le haut, c'est ce même excédent commercial-là qui est en croissance continue. Donc, quand Trump a fait son fameux discours sur la journée de la libération, il a fait ce rapport-là sur Foreign Trade Barriers qu'on peut télécharger. Et ça a 60 chapitres avec un pays par chapitre. Puis dans chaque chapitre, il y a une section sur les barrières tarifaires du commerce numérique. Donc, la fameuse loi qui a été enlevée sur la taxe des services numériques du Canada était bien identifiée bien avant à ce moment-là. Puis c'était une cible de l'administration américaine. Donc, c'est la politique de l'administration américaine d'empêcher ou de freiner tout contrôle du commerce numérique dans le monde pour que cet excédent commercial-là soit protégé pour eux autres. Mais on est dans une situation d'oligopole, quasi-monopole dans certains cas, par exemple dans le cas de Google avec le placement publicitaire. Mais puis, ceux qui sont chargés de régulation des marchés, c'est le Federal Trade Commission, le Department of Justice, ils ont peu de moyens pour aller et forcer le démantèlement de ces géants-là ou changer les pratiques commerciales. Une des raisons, c'est justement la loi qui gère la concurrence aux États-Unis, c'est le Sherman Act, qui a été promulgué en 1890. C'est pas d'hier. La dernière mise à jour, ça date de 2004. L'Internet en 2004 est fort différent de ce qu'il est aujourd'hui. Donc, en termes légaux, les lois n'ont pas suivi cette évolution-là. La loi de compétition au Canada est en besoin d'une grande mise à jour. Le gouvernement Trudeau avait promis une grande mise à jour en 2016. On ne sait pas si ça va être à l'agenda du gouvernement Carney de le faire. Puis, si on prend l'autre exemple, la loi des droits d'auteur au Canada est complètement nuée sur l'intelligence artificielle. Donc, une œuvre qui est créée par l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle peut être protégée par un droit d'auteur? La loi est complètement vide à ce sujet-là. Donc, il y a du travail à faire du point de vue légal. Je conclue ça en disant que les nouveaux amis du président Trump vont
tout faire pour que la situation ne change pas très, très rapidement et qu'ils peuvent continuer à opérer comme ils opèrent aujourd'hui. Défi de l'infrastructure. Donc, on avait parlé de chaîne d'approvisionnement TI. On va prendre l'exemple de la chaîne d'approvisionnement en aluminium que tout le monde connaît, surtout le monde qui vient du Saguenay. Donc, on prend du bauxite de la Jamaïque, on l'amène, on fait une transformation primaire, ensuite une transformation secondaire en Lego ou rouleau, puis on ship ça aux États-Unis, puis ils font une transformation tertiaire en pièces d'auto ou en canettes pour la bière. On peut faire le parallèle avec une chaîne d'approvisionnement TI. Niveau primaire, c'est des centres de données, les lieux où on héberge des serveurs. Transformation secondaire, des services infonuagiques, puis ensuite des services logiciels qui sont livrés. Si on veut que ce soit une chaîne d'approvisionnement souveraine, il faut que, au niveau primaire, l'immeuble soit localisé au Canada, donc on peut garantir que les données sont au Canada. C'est certain qu'il y a des composantes d'un centre de données qui vont provenir des États-Unis. Par exemple, des grands manufacturiers de génératrices sont à peu près tous américains. Un cloud souverain, puis on veut le voir un peu plus en détail, il faut que ce soit une compagnie entièrement et exclusivement canadienne. Et prends l'exemple de notre cloud souverain Cirrus, il intègre des composantes qui sont américaines, taïwanaises ou etc. Mais ça demeure toujours un cloud souverain. Le fait qu'on opère un serveur américain qui contient des chips qui viennent de Taïwan puis des chips de mémoire qui viennent de la Corée ne fait pas en sorte que ces fournisseurs-là ont accès aux données ou accès aux serveurs. Et au niveau tertiaire, des solutions applicatives canadiennes ou open source, ce serait la solution souveraine, puis qui peuvent, eux, à leur tour, intégrer des composantes open source qui viennent partout dans le monde ou des logiciels américains, par exemple. Donc, la solution idéale, c'est que la chaîne, l'ensemble des composantes soient canadiennes. Qu'on ait des serveurs canadiens, des routeurs canadiens, des bases de données canadiennes, mais ce n'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Donc, on appelle ça Full Digital Sovereignty. C'est un rêve aspirationnel. Donc, mais c'est un rêve qui est utile d'avoir parce que ça va guider nos choix dans quelles composantes dans cette chaîne-là qui sont critiques, qui doivent être canadiennes pour assurer notre souveraineté, lesquelles qu'on peut confier à des fournisseurs qui viennent de pays qui ont des droits et des valeurs similaires aux nôtres. Donc, cette guide aspirationnel-là peut guider nos choix politiques, des règles d'approvisionnement des gouvernements et des entreprises, nos ententes de libre-échange, les stratégies d'investissement du gouvernement, bref, nos choix de société. Donc, comment est-ce qu'on atteint la souveraineté numérique? C'est un ensemble de mesures. Donc, on voit que c'est un chantier qui était très, très vaste. Il y a le régime réglementaire, la protection des renseignements personnels, c'en est un. On est chanceux au Québec parce qu'on a la loi 25 qui est une loi ultramoderne en termes de protection des renseignements personnels. Pour une fois, on est sur la coche en ce qui concerne cette loi-là. Cependant, il faut s'assurer que c'est cette loi-là uniquement qui s'applique et on n'est pas menacé par des lois qui viennent de pays externes comme le Cloud Act ou FISA. L'encadrement de l'IA, c'est quelque chose qui est en devenir, mais qui va être ultra important. Puis le Canada est à la croisée des chemins, puis on est pris entre l'approche américaine de dire le minimum de règlements pour favoriser l'innovation et l'approche européenne où ils ont déjà imposé un paquet de cadres réglementaires, mais ils n'ont pas encore construit l'industrie de l'IA chez eux. Donc, c'est deux approches qui se confrontent et on est à la croisée des chemins là-dessus. La dynamique de marché éveille quant à l'importance de la souveraineté numérique. C'est ça qu'on fait aujourd'hui, puis j'en suis bien fier. Des règles d'approvisionnement, on a souvent parlé du Buy Canada Act ou il existe une loi de 22 pour l'achat local québécois pour le gouvernement québécois, mais il faut que ces
ces intentions politiques se traduisent par des réels achats canadiens et québécois. Des accords de libre-échange, c'est quelque chose à surveiller. C'est peu connu, mais l'accord de libre-échange contient un chapitre, le chapitre 19, sur le commerce numérique. Puis il y a toutes sortes de contraintes que les Américains ont réussi à imposer là-dedans qui ne fait aucun sens dans une recherche de souveraineté numérique. Donc, ça va être à voir comment est-ce que ça va être abordé lors de la renégociation. Puis les lois anti-monopole qui ont besoin d'être mises à jour. Finalement, les stratégies de développement économique. Ça aussi, c'est une filtre qui a besoin d'être ajustée à la lumière de la souveraineté numérique. Si on prend l'exemple des centres de données au Québec, 80 des centres de données au Québec sont de propriété américaine. Le gouvernement du Québec, le ministère de l'Industrie, Investissement Québec n'ont pas jugé ce secteur prioritaire ou important parce que ça crée peu d'emplois directs qui étaient leur mesure de succès. Mais quand on regarde ça dans un filtre de souveraineté numérique, peut-être que l'importance relative, elle devrait être haute, puis on devrait être made chez nous pour un plus grand nombre de centres de données. Un autre exemple, le CDAE, le fameux crédit d'impôt pour affaires électroniques, c'est un programme qui soutient de l'emploi dans des jobs payants, c'est parfait, ça remplit son but, mais les emplois, c'est surtout dans le domaine de jeux vidéo, dont les crédits d'impôt profitent à des entreprises étrangères comme Ubisoft puis Electronic Arts. Si ce 600 millions par année, ces 600 millions par année qu'on met dans le CDAE, étaient pour développer des logiciels canadiens qui nous rendraient plus autonomes, bien, ça pourrait avoir un impact sur notre souveraineté numérique également. Donc, ça c'est deux exemples. Donc, chez Micrologic, nous autres, on a pris notre commun, c'est un cloud souverain québécois, c'est une composante parmi tant d'autres de notre souveraineté numérique, mais on trouve que ça en est une importante, puis c'est une que nous, on contrôle. Puis notre quoi, c'est le cloud Cirrus dont on va parler. Cloud souverain, il y a autant de définitions que tantôt avec la souveraineté numérique. J'en ai choisi deux encore. Le suite d'IBM est intéressant. On parle de data sovereignty, operational sovereignty, digital sovereignty. Donc, on voit il y a des composantes liées à la souveraineté. En France, le débat de cloud souverain, ça fait plusieurs années que ça existe. On a commencé à parler de cloud souverain. Ensuite, ils ont parlé de cloud de confiance, qu'on voit la définition là. Puis, finalement, ça a été codifié dans une norme qui est le SecNum Cloud. Donc, il y a des clouds certifiés, SecNum Cloud, qui répondent à ces exigences-là de cloud souverain. Et par la loi française, il y a certains types de données qui doivent obligatoirement être stockées dans un cloud de confiance. Donc, le modèle qu'on propose pour le cloud souverain, c'est à 4 niveaux. Puis, on va les décortiquer un par un. La résidence des données. Donc, ça fait référence aux lieux physiques, aux endroits qui sont stockés physiquement. Donc, forcément, si les données sont dans le territoire canadien, c'est la loi canadienne qui s'applique et pas la loi américaine, en principe. Mais on a vu que le Cloud Act puis FISA, ils ont une portée extraterritoriale pour les firmes américaines. Donc, un cloud souverain, ce n'est pas juste la localisation des données, il faut répondre aux 3 autres critères qu'on a nommés. La deuxième, c'est la souveraineté opérationnelle. Donc, ça veut dire que toutes les opérations sont faites par du personnel canadien sur le territoire canadien, puis il y a des accréditations qui sont faites selon nos normes à nous autres. Un hyperscaler américain, les emplois qu'il crée au Canada, ça va être en vente, en marketing, en pré-vente. Mais l'opération du cloud lui-même est surtout faite au siège social aux États-Unis ou surtout un centre technologique en Inde. Donc, l'ingénieur de système qui opère un cloud dans Hyperscaler qui est localisé en Bangalore, il n'y a rien à cirer de notre loi 25 ou nos lois d'anticorruption. C'est là où le problème de la souveraineté opérationnelle. C'est si on veut que nos lois s'appliquent, il faut que ce soit du personnel canadien. La souveraineté légale
Donc, ça, c'est le fait que le fournisseur est une entité locale régie par les lois du Québec ou du Canada, puis on ne subit aucune influence étrangère. Donc, Micrologic étant une compagnie canadienne, n'est pas sujet au Cloud Act ou FISA, comme une compagnie américaine pourrait l'être. Et finalement, la souveraineté technologique. On a parlé tantôt de notre cible aspirationnelle, donc l'utilisation exclusive de technologies souveraines, donc un contrôle total. C'est impossible à court terme, puis même à moyen terme. La cible réalisable, c'est une mitigation du risque. C'est ça qui est dans le norme SecNum Cloud, c'est que d'abord et avant tout, on privilégie chez Micrologic des fournisseurs canadiens. Là où une solution canadienne existe, c'est celle qu'on adopte. Mais il y a des technologies américaines qui sont supérieures, qui répondent à nos besoins, donc on les prend. Mais il y a une analyse de risque pour s'assurer qu'en prenant ce fournisseur-là, on ne s'expose pas, on n'expose pas les données de nos clients à un Cloud Act ou FISA, par exemple. Donc, le modèle, quand on va sur un site de hyperscaler, ils vont parler d'un cloud souverain ou des garanties de localisation de données au Canada. Donc, ça répond au niveau 1. C'est une façade où c'est, en anglais, un feel good, ça paraît bien. Avec la montée des clouds de confiance en Europe, les hyperscalers AWS Azure ont annoncé récemment ce qu'ils appellent un cloud souverain européen avec des opérateurs européens. Donc, en Europe, les hyperscalers ont répondu au niveau 2 de la souveraineté opérationnelle, mais les données sont toujours à risque, même si c'est des opérateurs européens. Donc, la souveraineté légale, c'est la clé de voûte, c'est l'étape nécessaire pour garantir la protection des données. Puis la souveraineté technique vient, par-dessus ça, nous garantir le contrôle de la chaîne d'approvisionnement en TI. Donc, on a parlé de notre cible aspirationnelle et je veux juste prendre quelques moments pour vous montrer quelques exemples. Stéphane Ricoul, cet après-midi, va faire une conférence sur des pays qui l'ont compris puis ont engagé une démarche de souveraineté numérique. Donc, je ne veux pas voler son punch, mais je vais vous montrer quand même quelques exemples. Un, c'est Eurostack, donc il y a une initiative pour remplir cette cible aspirationnelle en Europe, de faire un stack technologique complet d'un cloud européen à 100%. Ensuite, Danemark ont pris la décision de remplacer Windows puis Office avec Linux puis LibreOffice. Donc, il y a une initiative au gouvernement pour se départir de leur dépendance de Microsoft. Au Canada, Microsoft et Google ont 93% du marché des outils bureautiques et de collaboration. Donc, si jamais, on ne le souhaite pas, il y avait une sanction, un ordre exécutif, une escalade de notre carré tarifaire, on pourrait être extrêmement pénalisé en se faisant débrancher de Microsoft. Donc, le Danemark se prémunit contre ça de cette façon-là. Un autre cas, le gouvernement à l'Alberta a fait le recensement au gouvernement. Il y a 4000 formulaires qui sont basés sur un format PDF sur lequel ils payent des millions puis des millions par année en licence à Adobe. Donc, l'Alberta ont commencé à suivre l'exemple qu'on voit au Canada ou au Royaume-Uni de construire un système de gestion de formulaires à l'interne qui est autonome puis indépendant des fournisseurs américains. Donc, on pouvait résumons. Avec notre voisin au sud qui contrôle une grande partie de notre monde numérique, ils sont en recherche d'une réglementation minimale qui met en danger nos lois puis nos valeurs. Il y a une recherche de domination en informatique, en IA, réseaux sociaux. Le règle du droit est mise à mal, on peut dire. Puis, c'est un oligopole, donc quelques joueurs qui contrôlent le marché, qui agissent en fonction de leurs propres intérêts et non pas les intérêts du pays dans lequel ils opèrent. La souveraineté numérique, c'est un projet de société qui répond à 4 pourquoi. Protection des données, respect de nos lois, la protection de notre chaîne d'approvisionnement TI,
puis une contribution à notre économie canadienne. 4 facettes: contenu, données, compétition, infrastructure. Puis, une composante importante de la composante infrastructure, c'est le cloud souverain qui doit répondre à 4 critères: localisation des données, souveraineté opérationnelle, souveraineté légale, puis souveraineté technique. Donc, on est bien fiers que Cirrus, c'est notre cloud souverain, puis on est capable de cocher toutes les cases d'un cloud souverain tel qu'on l'a défini là. Donc, cette ambition-là de souveraineté numérique que Stéphane va vous parler amplement au cours de la journée, ça a un impact sociétal, c'est un impact économique, c'est un impact sur notre vie de tous les jours, parce que ça va faire un investissement dans notre intelligence collective, notre richesse comme société, des retombées chez nous, puis ça va s'assurer que nos valeurs, notre culture vont demeurer intactes à travers cette grande numérisation de la planète. Ça termine ma présentation. Je vais être présent lors des pauses, etc., toute la journée. Si vous avez des questions, des commentaires, des objections, vous êtes d'accord ou pas d'accord, je suis bien content d'entendre vos commentaires. Je vous remercie. Puis, je pense qu'on passe à la pause, puis à la prochaine présentation. Merci.